Bienvenue à ce rendez-vous d'information, voici le sommaire. L'avenir de la décentralisation était un sujet des causeries Café Média Plus de ce jour, les détails dans cette édition. Le port de fossiles devient de plus en plus une habitude chez les femmes désireuses de s'embellir. Il vous est alors proposé un reportage sur cet accessoire de luxe convoité au quotidien. Cette période de pluie profite au centre de lavage automoto à Cotonou. Un reportage vous est proposé sur quelques de ces centres. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La destitution des maires devient banale. Va-t-on vers la mort de la décentralisation? C'est l'un des thèmes qui a fait objet de débat autour du 158e numéro de Café Média Plus. Franck Kinivore, journaliste spécialiste des questions de décentralisation et invité de ce numéro, a abordé de long en large la problématique de décentralisation et des mesures que peuvent prendre certains maires qui se voient dans ces situations de destitution. Suivons plutôt. Le gouvernement doit être comme un frère aîné pour les collectivités territoriales. Parce que et l'État central et les collectivités territoriales sont des enfants de la République. Mais il s'est fait que au commencement était le gouvernement central. Le gouvernement a précédé toutes les institutions. Donc, le gouvernement est plus fort aujourd'hui que toutes les autres institutions. Si vous prenez des pays comme l'Allemagne, la Suisse, le gouvernement n'est pas le maillon le plus fort au sein de ces pays. C'est les régions, c'est les Länder, c'est les cantons, c'est les communes. Donc, il y a un travail du gouvernement qui n'est pas fait. Premièrement, l'assistance conseil. Ça veut dire que toutes les lacunes que nous retrouvons aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales interpellent le gouvernement parce que la loi met à sa charge le rôle, la responsabilité de renforcer les collectivités territoriales, de les doter des capacités nécessaires pour gérer l'administration locale et le développement à la base. Donc, le gouvernement doit à la fois mettre le cadre institutionnel qu'il faut à la place des collectivités territoriales. Deuxièmement, le gouvernement doit les appuyer sur le plan technique, sur le plan ressources humaines, sur le plan matériel. Enfin, le gouvernement doit les appuyer sur le plan financier. Parce que la loi est claire. La loi dit que les ressources que l'État utilisait avant pour exercer les compétences désormais transférées aux communes, ces ressources-là, l'État doit les envoyer dans les collectivités territoriales. Deuxièmement, nous prenons les élus locaux eux-mêmes. La plupart ne comprennent pas leur rôle, leur mission, leur responsabilité. Et donc, ils sont élus pour promouvoir dans le cadre communal la démocratie à la base et le développement local. Mais lorsque les élus se mettent à faire autre chose, ils tirent eux-mêmes à boulet rouge sur le bébé qu'est la décentralisation.
Je pense que le gouvernement peut introduire une loi en procédure d'urgence pour que désormais, il faut avoir les 2/3 au moins avant de déposer la motion de destitution. Deuxièmement, pour que la destitution soit acquise, pour que le maire soit démis de ses fonctions, il faut la majorité des 2/3. On peut amener ça à 3/4. Le port de cils artificiels, communément appelé fossiles, est devenu l'accessoire numéro 1 des femmes bronchées qui se disent avoir un regard charmant en les portant. Ces fossiles sont réputés pour embellir et donner de l'éclat aux yeux de la femme. Pour plus de précision, suivez cet élément. À l'instar des produits cosmétiques, les fossiles sont devenus au Bénin une mode pour la couche juvénile féminine. Ces fossiles sont disponibles en plusieurs couleurs et qualités, et ce, selon le choix de la cliente. Nombreux sont les hommes et bonnes femmes installés un peu partout dans la ville pour satisfaire leurs clientes. À chaque fossile, son coût. Fossiles, information, et des fossiles bleus et des noirs. Et des violets dessous. Mais couleur de délai sous pas. Et média blanc, et ben si 500. Ranger le poids, minoblo 500. Ou et minoblo demi. Donc blanc 1000 francs. Pas que minoblo 2000. Ce matériel esthétique qui est une mode pour les jeunes femmes présente des inconvénients. Pour cela, certaines préfèrent leur style naturel. Moi, je n'aime pas porter ça, je n'aime pas placer ça pour les gens parce que ça gâte les yeux. C'est pourquoi moi je n'aime pas, comme moi-même je n'aime pas faire, c'est pourquoi je n'aime pas faire ça à quelqu'un. Fossile, bon de jeme do, enye jablo, mina yi, mais ton alors ton bleu gandio, bon color nécessaire color un color matien continue à effet débois mais color minozan color going call photo un call de manion débois et bon y assez bon salon nous conduire et mise call de minoblo nous content de minozé bleu t-shirt na et ya zebo bleu na bon mi waze call photo bo de dio mina mo nous fine nous mettre nos mia de on bon dasino je titonji donc call photo un call de manion do call de mer. Quoique peu consciente des dangers liés au phénomène, celle-ci s'y adonne inlassablement. Véritable phénomène de mode, ces jeunes femmes ignorent les problèmes auxquels elles sont confrontées car pour elles, la beauté est prioritaire. En saison pluvieuse à Cotonou, les motos et véhicules sont exposés à la boue. Une situation qui profite d'une manière ou d'une autre aux responsables de lavage auto. Un tour dans quelques de ces centres nous a permis de faire le constat. Reportage. À Cotonou, en saison pluvieuse, les populations subissent les affres des inondations. Mais à quelque chose, malheur est bon, diront les promoteurs de lavage auto-moto. En effet, plusieurs sont ces usagers qui n'aiment pas laisser transparaître la boue sur le engin et font recours au centre de lavage pour rendre propre leur moyen de déplacement. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Parce que d'autres, ils voient que s'ils lavent leur voiture rapidement, et si la pluie tombe, ça va se salir encore. Donc, ils laissent le temps que la pluie cesse un peu avant de laver leur voiture. Les prix des prestations de ces centres spécialisés dans la mise au propre des véhicules et engins à 2 roues varient selon les saisons et le type de client. Malgré que le métier nourrit son homme, il expose également à des risques. Les risques sont énormes, surtout lorsque vous entamez un moteur et vous voulez laver un moteur. Et si vous ne cachez pas là où il faut cacher, et si l'eau rentre, ça peut endommager les pièces. Et il y a les sachets, on trouve les sachets, puis on fait avec ça. Donc, par exemple, il y a des pièces, par exemple, les alternateurs, il y a la bobine d'allumage qu'il faut cacher
Oui, les débitmètres, il y a un peu de choses à cacher quand même. La fréquentation des lavages auto-moto en période de pluie, un gaspillage de ressources financières. Les rues étant inondées par ces temps de forte pluie, laver les engins ne règle pas le problème car aussitôt lavés, ils sont exposés encore à la boue. Après 52 ans d'alphabétisation au Bénin, le réseau national des opérateurs privés par la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales fait le bilan à mi-parcours de leur expérience. Reçu dans l'émission Le Débat animé par Léa Glago, le secrétaire général du dit réseau n'a pas manqué de revenir sur les acquis du Bénin en matière d'alphabétisation. Suivons plutôt. En termes d'alphabétisation de promotion des langues nationales, puisque la promotion de la langue nationale prend déjà en compte l'alphabétisation, on va dire que du chemin a été fait. Vous savez qu'au départ, avec l'époque coloniale, l'alphabétisation était juste programmée pour pouvoir servir l'intérêt du colon. Et à cette époque, cela se fait un peu plus essentiellement au niveau des églises ou au niveau des centres publics, mais essentiellement pour pouvoir servir l'administration coloniale. Ça a connu une évolution avec l'époque révolutionnaire où nous avons connu l'alphabétisation de masse. 1972. Oui, 1972, 1972 jusqu'à 1989. Ce fut l'alphabétisation de masse où tout le monde était tenu de s'alphabétiser. Après, nous sommes rentrés dans le processus démocratique à partir de 1990 et cela a suscité une éclosion de structures privées aux côtés de l'État, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales qui ont commencé par également intervenir dans le secteur. Et dès cet instant, le secteur est devenu un peu mieux organisé avec une déclaration de politique d'alphabétisation qui a été élaborée en 2001, je crois, mise en œuvre à partir de 2005. Et c'est à partir de cette politique, le Bénin a fait l'option d'une stratégie d'alphabétisation que nous appelons stratégie de faire faire. C'est-à-dire que l'État fait faire par les ONG. Bien sûr. L'État délègue une partie de son pouvoir aux ONG pour alphabétiser les populations sur le terrain. Ne pouvant pas tout faire. Ne pouvant pas tout faire. Mais ça ne veut pas dire que l'État délaisse tout. L'État a gardé son gros régalien de contrôle suivi et c'est ce qui a continué jusque-là. Il faut dire que en termes de niveau d'évolution, on va dire que, bon, ce qui s'est passé est quand même, quoi qu'on dise, encourageant, parce qu'on n'est pas resté statique. Et depuis la période démocratique, ce qui se fait est de plus en plus, j'allais dire, appréciable par rapport à ce qui s'était fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec l'appui des partenaires techniques financiers, l'État a pu démarrer ce que nous avons appelé tout à l'heure la stratégie du faire-faire, où des opérateurs privés ont été sélectionnés pour mettre en œuvre le programme d'alphabétisation. Ceci a permis, j'allais dire, d'alphabétiser en une campagne plus de personnes qu'on en a l'habitude. Je crois que nous sommes allés jusqu'à près de 35 000 personnes en une seule campagne. La vente des mèches naturelles devient une activité très rentable pour les vendeuses de mèches. Achetées dans les conditions pas très faciles, ces mèches naturelles sont vendues à des prix abordables selon le choix de la clientèle. Une équipe de ZAE-TV s'est rendue au marché d'Antokpa pour faire le constat. Les mèches naturelles sont des cheveux naturels et humains. Leur qualité est de niveau très variable à cause de leur origine. Ces mèches naturelles sont de plus en plus fréquentes sur la tête des jeunes filles. Elles sont de plusieurs formes, les ondulées et les bouclées, de plusieurs types, les brésiliennes, les indiennes ou malaisiennes, de différentes longueurs de 8 à 20. Ces mèches sont vendues un peu partout dans nos marchés à des prix abordables selon la qualité choisie. On vend les mèches naturelles par longueur et par couleur.
Bon, les filles viennent acheter très souvent. Nous, Brésil, 50 000, nous, 100 000, nous, 12 000, nous, 15 000, quoi des bouts de L'achat de ces mèches au Nigeria constitue un casse-tête pour les vendeuses à cause des frais douaniers auxquels ces bonnes dames sont confrontées aussi à la montée du naira parfois. Par rapport aux difficultés rencontrées pour la venue de ces mèches naturelles, c'est par rapport au prix de la douane et souvent au prix à la montée du naira. Il faut noter que malgré l'affluence des mèches naturelles, les mèches synthétiques sont aussi vendues. Adopter l'avant-projet de loi de finances pour la gestion 2018 introduit un système de machines électroniques de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et autoriser l'acquisition du capital de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. Ce sont entre autres des objectifs fixés par le gouvernement de Patrice Talon en Conseil des ministres tenu le mercredi 27 septembre 2017. C'était une brève pour clôturer ce journal que vous venez de suivre. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous.